Bonjour à tous, alors je reviens, j'ai fait pas mal de recherches depuis la dernière fois. Je vous avais parlé peut-être de la possibilité que je fasse au moins une vidéo sur les origines des sectes dont j'ai parlé dans les vidéos précédentes. Et j'ai accumulé un peu une petite montagne de recherches, que ce soit des bouquins que j'ai lus, des témoignages de personnes ou alors des rapports d'historiens, plein de documents et autres. Donc n'hésitez pas à aller voir en description tout ce que je vous ai mis. Aucune de ces sources ne sera une perte de temps, je pense, si vous avez le temps pour de la lecture. Et les deux auteurs principaux qui m'ont permis de rassembler ce travail, c'est d'abord Gershom Scholem, je sais pas si je le prononce bien, et Pierre Hillard, qui ont beaucoup écrit à ce sujet, mais aussi j'ai trouvé pas mal de sources indépendantes, donc il y a pas mal de choses que j'ai rajoutées. Alors quand on regarde l'histoire, on peut voir vraiment qu'il y a eu une période à partir de laquelle il y a eu une rupture, on va dire, dans la pensée et dans l'évolution politique, au moins du monde occidental. Cette révolution commence évidemment à la Renaissance, avec l'humanisme. Mais ce qu'on ne sait pas en fait, c'est que toutes ces évolutions de la pensée, elles ont été en même temps accompagnées par tout un corpus qui n'est non pas idéologique, mais qui est théologique. C'est-à-dire que tous les gens, les participants de ces mouvements intellectuels, étaient aussi, la plupart du temps, pour même la quasi-totalité, versés énormément dans des mouvements ésotériques ou spirituels assez nouveaux. Et ce qu'on remarque qui est intéressant avec tous les pères du mouvement humaniste, c'est l'intérêt profond pour la mystique juive qui était arrivée quelques siècles auparavant en Europe, notamment en Italie, qui est la Kabbalah, qui a été d'abord traduite depuis l'hébreu entre le XIIIe et le XVe siècle par les minorités juives présentes dans tous les pays européens. Et ces idées-là, elles se sont éparpillées au fur et à mesure justement des mouvements de ces populations juives arrivées en Europe, ce qui a permis en fait une énorme dispersion dans toute l'Europe, que ce soit par exemple les maranes espagnols qui ont été expulsés en Pays-Bas et en France, et parfois même jusqu'en Angleterre, mais aussi dans toute l'Europe. Il y a eu des foyers très importants évidemment en Europe centrale, autour de Prague, de la Bavière et de la Pologne et de la Russie. En fait, il y a peu de pays où vraiment il n'y a pas eu cette arrivée de nouveaux idéaux théologiques. Et cette diffusion de la Kabbalah chez des intellectuels non juifs, du coup, on la retrouve par exemple chez peut-être celui qui est un des pères du mouvement humaniste, qui s'appelle Pic de la Mirandole, qui est un auteur très célèbre de la Renaissance italienne. Mais aussi on peut parler par exemple de Montaigne, dont la mère d'ailleurs était une marane, c'est-à-dire une juive d'Espagne convertie la plupart du temps pour éviter les représailles, mais qui était en général une conversion qui était fausse. Il y avait encore aussi évidemment des philosophes très connus, comme par exemple Spinoza, qui était extrêmement versé dans la Kabbalah, et qui a été un père de la Renaissance, mais aussi de la pensée athée, qui était probablement le précurseur le plus flagrant des idées des Lumières. Et au-delà de la Kabbalah, il y a aussi tout un corpus, on va dire, spirituel et occulte, qui a été amené la plupart du temps d'ailleurs par les mêmes minorités juives, comme par exemple l'alchimie, que ce soit par l'arrivée de la table d'émeraude, qui est à la base de la pensée hermétique, mais aussi les sociétés secrètes comme la Rose-Croix. Et à l'époque, ces mouvements, ils étaient soit encore assez chrétiens, bien que, on va dire, curieux dans des choses pas très approuvées par l'Église, ou soit directement condamnés par l'Église et donc du coup voués à la clandestinité. Ce qui a poussé l'Église en fait à réaliser l'inquisition la plus sévère de l'histoire qui s'est passée non pas au Moyen-Âge mais bien à la Renaissance. Et en fait, plus on se renseigne sur le sujet, plus on se rend compte que malgré le chaos et on va dire la relecture moderne de l'histoire, cette inquisition violente, en fait, elle avait une base réelle, c'est-à-dire que ce n'était pas qu'une schizophrénie superstitieuse, il y avait bien à l'époque des certaines sociétés secrètes, plus ou moins, ou rassemblements de personnes dans des idées ésotériques, effectivement, qui étaient parfois complètement immorales, que ce soit des cultes à sacrifice ou des cérémonies religieuses inspirées d'anciennes religions païennes. Parfois même l'usage de plantes hallucinogènes qui étaient censées créer des expériences spirituelles adaptées à certains rituels. Et donc cette effervescence, on va dire, néo-païenne de la Renaissance, elle s'est vraiment diffusée justement par la plupart des intellectuels de l'époque, grâce notamment à l'arrivée de l'imprimerie, et elle a pu toucher énormément d'intellectuels, que ce soit des membres du clergé parfois, mais aussi des gens dans toutes les cours des rois d'Europe. Et il y a des personnages par exemple très connus qui étaient extrêmement versés dans ces mouvements spirituels. Par exemple, Newton a probablement passé au moins autant de temps dans sa vie à faire de la chimie que de la physique. C'était aussi le cas de Leibniz, qui était un de ses grands rivaux à l'époque, et aussi un très grand physicien. C'était le cas aussi de Shakespeare, qui était assez connu pour ça, qui fait beaucoup de références d'ailleurs à l'alchimie dans la plupart de ses œuvres. Ça va être le cas d'énormément des membres importants de la réforme protestante. Par exemple, un des auteurs de la Kabbale, on va dire christianisé si on peut dire ça a été un certain Mélenchon, à ne pas confondre avec notre candidat actuel à la présidence, qui a été, on va dire, l'intendant ou l'organisateur de la réforme, qui a été un grand ami de Luther pendant très longtemps, et d'ailleurs le fils aîné même de Luther était un des alchimistes les plus célèbres à l'époque. Et toute cette pensée, elle a permis aussi que les fameuses minorités dont je parlais tout à l'heure, qui ont diffusé ce savoir-là, ont acquis une place, on va dire, très proche et très influente auprès de toutes les élites européennes. Et les conséquences de ça, en fait, ça va être
l'arrivée en politique, c'est-à-dire en fait l'organisation plus poussée de ces idées en réseau, notamment pendant le XVIIe mais surtout le XVIIIe siècle, avec par exemple la création de la franc-maçonnerie en Angleterre par Desaguliers, qui était un huguenot, donc un protestant français exilé en Angleterre, et qui était un très grand kabbaliste assez connu, qui s'est basé y compris sur les idées par exemple de Helvétius. Helvétius qui était un membre de l'élite éminente, on va dire, de la Révolution, et dont la femme tenait un salon où tous les intellectuels des Lumières avant la Révolution et pendant la Révolution se retrouvaient pour discuter. Et même avant ça, il y avait l'équivalent en Angleterre avec la Royal Society qui a été fondée justement par des kabbalistes et qui a été probablement un des précurseurs les plus importants de la franc-maçonnerie. Et d'ailleurs, tous ces intellectuels de l'époque, dans lesquels on peut retrouver par exemple Voltaire, Diderot, Lafayette, mais aussi Mirabeau, ou encore Thomas Jefferson ou Benjamin Franklin, étaient tous dans une même loge maçonnique, j'en oublie probablement beaucoup d'ailleurs, qui s'appelait la Loge des Neuf Sœurs. Et donc cette franc-maçonnerie qui a été fondée sur les principes de la Kabbalah, sur la mystique juive en fait, avait encore un lien très fort avec certains juifs de l'époque assez célèbres, comme par exemple Mirabeau qui était un très bon ami de Serge Hubert, qui était un juif alsacien, qui était un kabbaliste très renommé et un homme d'affaires assez important. Et la plupart d'ailleurs, étonnamment, avaient tous un passé où ils avaient soit grandi dans des familles protestantes et ou passé du temps en Suisse et en Bavière. Parmi eux, on retrouve par exemple à la fois le père de Robespierre, mais aussi le père de Rousseau. Et toutes ces figures-là, c'est des figures qui vont notamment être extrêmement favorables, par exemple, à l'émancipation des Juifs après la Révolution. Et un des exemples parfaits, c'est Junius Frey, qui était aussi appelé, qui a changé de nom, qui s'appelait avant Moses Dubroczka, et qui était d'origine juive en fait, qui venait de Pologne. Mais ça, on va le voir après justement, parce qu'on va suivre ce personnage et c'est assez intéressant. Et c'était le personnage peut-être central de la Loge des Neuf Sœurs, qui a fait de nombreuses magouilles d'ailleurs pour pouvoir financer une partie de la Révolution, comme l'affaire de la Compagnie des Indes avec Monsieur Chabot. Et donc dans cette franc-maçonnerie, on retrouve des intellectuels comme ceux que j'ai cités, mais aussi par exemple Montesquieu, en fait, c'est-à-dire la totalité des gens des Lumières. Justement, les idées des Lumières venaient à la base d'un mouvement spirituel qui est l'illuminisme. L'illuminisme qui est basé en grande partie sur les idées de la Kabbale, mais aussi sur le martinisme, fondé par un maran juif espagnol qui s'appelait Martinez de Pasquali. Et ces idées fortement inspirées de la Kabbale, c'est surtout d'abord mettre l'homme au centre, on va dire, de la société humaine, alors qu'auparavant on était dans une société plutôt centrée sur Dieu. Et la deuxième, c'est de créer, on va dire, une fraternité universelle au sein de l'humanité, où la connaissance serait le plus répandue possible, et où la morale ne serait plus imposée aux hommes. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que parmi ces nombreuses figures des élites intellectuelles, on retrouvera probablement peut-être la moitié d'entre eux sont des gens qui devaient devenir prêtres et qui au final ont été plus ou moins déchus de leur fonction ou abandonné leurs ambitions. Et d'ailleurs, il y a une certaine, on va dire, une certaine communication et une certaine convergence à cette époque-là entre la franc-maçonnerie et une partie de l'ordre des Jésuites qui était une organisation internationale, probablement une des plus importantes à l'époque, donc c'est assez normal qu'il y ait eu des jeux d'influence à ce niveau-là. Dans ces mouvements-là, on va aussi retrouver énormément d'ambitieux, c'est-à-dire des gens qui sont là par intérêt personnel, pour leur désir mégalomane, mais aussi pour essayer, on va dire, de tirer leur épingle du jeu et de survivre au changement de l'histoire. Parmi ces gens qui ont très bien su s'adapter au changement de régime, on retrouve Talleyrand, mais aussi Fouché, et même Napoléon. Et d'ailleurs, c'est un truc que vous allez voir probablement sur la plupart des photos que je vous montre, c'est-à-dire que le geste en fait de mettre la main à l'intérieur de sa veste était un geste en fait de reconnaissance de la franc-maçonnerie, de certaines loges maçonniques. C'est le geste de la main cachée, et là vous pouvez le voir, c'est sur un manuel de la franc-maçonnerie assez ancien d'ailleurs. Et en fait, tout ce qu'on appelle le progrès, on va dire depuis cette époque, ou plus ou moins les idées de la gauche, cette idée, on va dire, pour la résumer, qui cherche à combattre la hiérarchie en tout point et l'autorité partout où elle se trouve, et accorder aux hommes le plus de liberté morale. Et bien ce progrès, il n'est pas si spontané que ça, en fait, il passe par des organisations, il y a vraiment une espèce de transmission, il y a une relève vraiment qui a été organisée à chaque génération de nouveaux penseurs et de nouveaux activistes pour pouvoir avancer un peu plus un certain agenda. Et donc parmi les gens justement qui ont été influents dans l'histoire après ça, on retrouve Jules Ferry, Proudhon, mais aussi Marx, encore ou Trotsky, mais aussi Condorcet, Louise Michel, et probablement d'ailleurs une bonne majorité de tous les politiciens républicains depuis le 19e. Et par exemple, ce qui est intéressant avec Marx, c'est que c'est encore un autre des pères de l'athéisme pour Spinoza qui était soi-disant un des pères de l'athéisme, mais très versé dans l'ésotérisme. C'est Marx, par exemple, qui dit que la religion c'est l'opium du peuple, mais va écrire de nombreux poèmes à l'honneur de Satan, ainsi que toute une pièce de théâtre qui s'appelle Oulanem, en fait, qui est un anagramme, une inversion, on va dire, de Emmanuel, donc le Messie, en fait, qui serait une genre d'épopée antichristique. Et je vous mets des extraits pour voir que je ne fais pas de film, c'est quelque chose qui a été très poussé, très assumé et assez évident dans l'esprit de Marx, donc c'est assez étonnant de voir ça, peut-être pas tant que ça au final, quand on voit le résultat de ses idées. Et donc derrière tout ça, revenons au personnage de Junius Frey ou de Moses Dubroczka, et en fait Moses Dubroczka était
avant d'aller à Paris et d'être une figure de la Révolution et de la Loge des 9 Sœurs. Il faisait partie d'une petite secte qui a très vite disparu d'ailleurs, elle a été interdite par les autorités bavaroises, qui s'appelait les Illuminés de Bavière. Et cette secte des Illuminés de Bavière, elle a été fondée par des personnages comme Adam Weishaupt, ou ce fameux Junius Frey qui a une place très importante. Et ces gens-là étaient des disciples du fameux Jacob Frank dont je vous avais déjà parlé dans les vidéos précédentes. Donc Junius Frey était d'ailleurs le cousin au premier degré de Jacob Frank. Et parmi ces Illuminés de Bavière, on va retrouver des membres de la noblesse, surtout allemande, mais aussi dans d'autres pays, parfois jusqu'en Alsace et en Autriche, mais aussi en Suisse. Et parmi ces gens-là, on va retrouver par exemple les principaux éditeurs de tous les philosophes des Lumières. Et donc cette secte, elle a une origine, c'est donc l'origine franquiste, dont j'ai déjà beaucoup parlé, c'est-à-dire les idées de Jacob Frank, qui sont grosso modo l'idée tordue, on va dire, de vouloir inverser la totalité des valeurs, faire le mal le plus absolu possible, parce que dans leurs idées, faire le mal créerait inévitablement du bien, parce qu'il y aurait une espèce de balance spirituelle qui équilibrerait tout ça, et eux, le bien ultime, du coup, ce serait principalement la venue de leur Messie, et le retour à leur terre en Palestine. Et ce mouvement-là, il va vite être condamné par un RM, qui est un acte, on va dire, pas vraiment d'excommunication, parce qu'il n'y a pas vraiment d'église juive, mais de condamnation par les autorités rabbiniques. Ce qui va pas du tout empêcher ce mouvement-là de se propager. Et d'ailleurs, ce qu'on remarque chez beaucoup des auteurs franquistes, en fait, c'est une certaine opposition, et même étonnamment un certain antisémitisme chez beaucoup de figures qui sont très juives, comme Marx par exemple, qui avait une espèce d'antisémitisme schizophrène, qui est en fait un résidu de cette opposition entre les partis talmudistes et les partis franquistes. Mais de façon générale, les deux ont souvent d'ailleurs de toute façon collaboré aux mêmes objectifs. Et donc ce fameux Jacob Frank, il avait institué en fait cette secte, et surtout ce qui est très important à retenir, c'est que c'est une secte à transmission familiale, c'est-à-dire que par les cérémonies et l'éducation, c'était transmis chaque génération aux enfants en fait. C'était vraiment le but de cette secte-là, c'était vraiment des éléments les plus importants, c'était cet élément familial de transmission. Et donc il y a par exemple Junius Frey qui était un cousin de ce Jacob Frank, mais Jacob Frank aura une fille, soi-disant d'après lui-même avec l'impératrice Catherine II de Russie, ce qui n'est pas étonnant quand on connaît les détails de sa vie. Et cette fille-là s'appelle F. Frank, et cette fille-là, F. Frank, est allée à la cour autrichienne et est devenue l'amante de l'empereur autrichien de l'époque. Et également aussi, par la suite, du tsar de Russie, Alexandre Ier. Et il y a d'autres franquistes un peu moins connus parce qu'ils ont une place historiquement importante, du moins en apparence, c'est la plupart des dynasties bancaires qui aujourd'hui contrôlent la plus grande partie des banques mondiales, comme la banque Gontard en France ou la banque Beckman, mais aussi la fameuse dynastie Rothschild. Il y a d'ailleurs cette phrase très célèbre de Nathan de Rothschild qui disait qu'il se fichait de quel pantin était sur le trône d'Angleterre parce que le pouvoir appartenait à celui qui contrôlait les réserves de monnaie du pays et que cette personne c'était lui. Et la prise de contrôle des Rothschild sur les réserves monétaires anglaises, elle a été faite notamment grâce aux guerres napoléoniennes par un coup assez fourbe où pendant la bataille de Waterloo, Nathan de Rothschild, qui était au courant du résultat de la bataille, a fait passer la fausse information comme quoi l'Angleterre avait perdu la bataille, ce qui a créé une panique à la bourse où tout le monde a commencé à vendre et lui s'est présenté comme grand prince qui dilapidait sa fortune pour tout racheter et donc sauver l'économie de l'Angleterre. Ce que la plupart des gens ne savaient pas, c'est qu'en fait l'Angleterre avait gagné et il s'est arrogé comme ça le contrôle économique de la totalité de l'Empire britannique. Et donc parmi les descendants de ces franquistes, on va retrouver ceux qui sont à l'origine par exemple de la révolution spartakiste qu'il y a eu à la fin de la Première Guerre mondiale en Allemagne, qui a essayé de se soulever contre le gouvernement à la fin de la guerre quand l'État était épuisé pour essayer d'instaurer une révolution communiste comme ça a été le cas en Russie. Et la révolution communiste russe d'ailleurs a d'ailleurs été complètement organisée par des gens qui descendaient de ces franquistes-là. Et d'ailleurs 85% étaient soit des juifs russes ou des juifs d'Europe centrale pour la plupart. On avait déjà vu qu'ils avaient donné aussi la loge des 9 sœurs, la révolution américaine indirectement et la révolution française, et que leurs idées étaient passées notamment grâce aux Jacobins, qui étaient vraiment le noyau dur politique, d'action politique de la franc-maçonnerie de l'époque. Donc la République actuelle est en fait simplement la face visible, on va dire, de la franc-maçonnerie, dont d'ailleurs elle a récupéré la devise liberté, égalité, fraternité. Bon là on va arriver dans des choses un peu plus amusantes, d'autres personnages au moins aussi intéressants. Le premier, c'est un des descendants de cette famille franquiste qui s'appelait les Beckman, donc qui a été à la base d'une dynastie bancaire. Cette personne, c'est le chancelier Maurice von Bettmann, qui a été le chancelier allemand, donc le dirigeant allemand, on va dire, pendant la Première Guerre mondiale, et d'ailleurs dont la compétence a été énormément critiquée. Et d'ailleurs, un de ses ancêtres tenait une propriété dans laquelle a résidé à la fois Napoléon avant Waterloo, et aussi le tsar Alexandre Ier avant, donc il a dû avoir un entretien avec ces deux personnages historiques, et à cette époque-là, il y avait aussi dans cette propriété F. Frank, la fameuse F. Frank, la fille de Jacob Frank. Mais à travers aussi le mouvement des Illuminés de Bavière, il y a eu la création du mouvement théosophique, en fait, qui est cette idée de créer une religion mondiale, on va dire un syncrétisme, c'est-à-dire un rassemblement de toutes les religions, dans une espèce d'idée un peu maçonnisante.
Et là-dedans, il y avait par exemple Eckarthausen, qui était dans les unités de Bavière, et il y a aussi des descendants qui eux aussi étaient franquistes, comme Elena Blavatsky, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais aussi étonnamment Otto Rahn. Alors qui était Otto Rahn, tenez-vous bien, c'était un franquiste, donc il n'était pas converti, comme la plupart des franquistes d'ailleurs se sont convertis pour passer inaperçu, lui il n'était pas, il était encore juif, et il se définissait lui-même dans ses livres comme un de ses célèbres livres qui s'appelle La cour de Lucifer, comme sataniste et homosexuel. Et Otto Rahn a été le gourou spirituel de Heinrich Himmler, et a d'ailleurs fait partie de la SS, pour le compte de laquelle il a fait des recherches dans le sud de la France pour rechercher le Graal. Mais pour comprendre un peu cette anecdote complètement farfelue, il faut savoir que Heinrich Himmler était quelqu'un de très mégalomane qui avait vraiment une obsession avec l'occultisme et qui comptait faire un peu de ses SS une espèce de nouvelle table ronde ésotérique avec des rituels complètement dégénérés. Et donc ça n'a pas duré très longtemps parce que Adolf Hitler en a entendu parler et a rapidement fait renvoyer la personne qui faisait un peu tâche à l'image de ces troupes de choc. Encore un autre personnage qui était un franquiste, cette fois-ci assumé, c'est très rare d'en voir des gens qui s'assument du franquisme, c'était le cas de ses parents dans cette personne, c'est Louis Brandeis, qui a été juge de la Cour suprême américaine, a été un des fervents défenseurs du mouvement progressiste à l'époque, et qui a énormément agi notamment pour la création de la réserve fédérale américaine, qui a permis de prendre le contrôle sur la création monétaire du monde entier, qui est basée principalement sur le dollar à l'heure actuelle. D'autres personnages américains descendants des franquistes étaient assez importants. Il y a Zbigniew Brzezinski, qui a été le fondateur avec Rockefeller, qui est lui aussi un franquiste, de la commission trilatérale, mais aussi Irving Kristol, qui a été le père fondateur du mouvement néoconservateur, donc le mouvement politique, on va dire, de la ligne politique peut-être de Bush et de Reagan. Et ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que dans sa jeunesse, il était trotskiste. Et donc le point commun entre toutes ces personnes-là, c'est qu'elles vont être de fervents partisans à la fois du mondialisme, en fait, et aussi de la création et du soutien à l'État d'Israël. Il y a d'autres personnages sur lesquels l'origine franquiste est plus ambiguë, mais semble très probable quand on regarde les actions pendant leur vie. C'est le cas, par exemple, de la famille Dulles, donc Alan Dulles, mais aussi son frère qui a été secrétaire d'État du gouvernement américain. Et cet Alan Dulles, qui d'ailleurs au passage a eu un neveu qui est devenu cardinal, un des cardinals les plus importants de la réforme Vatican II, cet Alan Dulles, il a une vie assez incroyable. Alors je ne sais pas si vous connaissez le fameux Larry Silverstein, Larry Lachance, qui, par un concours de circonstances assez incroyable, a su tirer un énorme bénéfice financier des attentats du 11 septembre. Eh bien préparez-vous, un homme qui serait capable de faire pâlir notre bon Larry Silverstein quand on voit comment cet homme a été systématiquement au bon endroit au bon moment pendant l'histoire du XXe siècle. Alors Alan Dulles, il commence sa vie dans la diplomatie, et notamment il est envoyé en tant que diplomate à Vienne en 1916. Et pour savoir un peu l'atmosphère de Vienne en 1916, c'était vraiment un espèce de rassemblement d'intellectuels européens et de futurs politiciens dans les cafés à Vienne qui était extrêmement important. À l'époque, il y avait à la fois Marx, Hitler ou encore Lénine et Trotsky. Et dans ces missions, il a rencontré plein de monde après, par la suite, notamment tous les dirigeants de l'époque. Et avant la révolution d'octobre en Russie, donc en avril 1917, il aurait été en contact, et d'ailleurs assez en bon terme avec Lénine et Trotsky, qui l'auraient appelé pour arranger, on va dire, une entente diplomatique avec les États-Unis en cas de révolution en Russie. Donc avant la révolution. Et à cette époque-là, il a donc été l'intermédiaire entre les bolcheviks et les États-Unis. Il va aussi être à la tête de la grande campagne visant à dénoncer comme un faux le fameux protocole des sages de Sion, ce document assez obscur, même aujourd'hui on ne sait pas trop d'où ça vient, qui a été dénoncé un peu partout comme un faux provenant d'un proche du tsar, justement, qui parlait d'une révolution pour complètement annihiler la monarchie russe. À la suite de ça, il va travailler pour une compagnie d'avocats new-yorkais. Il faut savoir aussi que Trotsky, justement, avait passé énormément de temps à New York, en tant qu'expatrié, et qu'il avait été là-bas extrêmement bien traité par des riches amis banquiers new-yorkais qui lui avaient payé notamment une limousine et un réfrigérateur, ce qui à l'époque était extrêmement rare. Et ça, c'est dans son autobiographie. Par la suite, il va être engagé cette fois-ci dans le privé, il va travailler pour la Standard Oil, donc de Rockefeller, en Allemagne, donc dans une branche en Allemagne, aux alentours des années 26-27. Et il va s'organiser là-bas pour maintenir, on va dire, malgré les tensions politiques, un lien économique fort, une assistance, on va dire, entre les États-Unis et l'Allemagne, à cette époque-là. Et par exemple, la Standard Oil va donner beaucoup de procédés qui par la suite vont pouvoir être utilisés par les nazis, notamment pour produire du pétrole synthétique pendant la guerre. Et Alan Dulles, qui était un franc-maçon de très haut degré, et à l'époque, en 1927, quitte de travailler dans la branche allemande de la Standard Oil, tout en étant lui aussi franc-maçon, eh bien c'était non moins que Adolf Eichmann, on va dire l'ingénieur de l'Holocauste. Donc par la suite, après avoir au moins indirectement aidé, on va dire, l'économie du Reich allemand, Alan Dulles va se dire très choqué par le comportement qu'a le régime nazi envers les minorités juives, et va chercher à extrader, non pas la plupart des juifs du pays
du pays, mais simplement, on va dire, des personnes très haut placées, donc certains juifs qui avaient des places très importantes, que ce soit dans des fortunes importantes, ou alors des rôles dans l'industrie, dans la politique, des gens importants dans les milieux intellectuels. Il va chercher à récupérer, on va dire, tous ces cerveaux et tous ces comptes en banque aux États-Unis, ce qu'il va réussir à faire d'ailleurs pour une bonne partie d'entre eux. Suite à ça, la guerre est déclarée, et cette fois-ci, Alan Dulles va être un des plus fervents partisans de l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Allemagne nazie, notamment par une grande campagne médiatique pour changer l'opinion des Américains, parce qu'à l'époque ne voulaient pas du tout entrer en guerre. Ce qui va réussir d'ailleurs, parce que à partir de Pearl Harbor, il va y avoir l'entrée en guerre dans la guerre mondiale des États-Unis, d'abord contre le Japon et puis ensuite contre l'Allemagne, par jeu d'alliance. Mais que va devenir Alan Dulles après la guerre, à votre avis? Eh bien, Alan Dulles va purement et simplement devenir le premier président de ce qui venait d'être appelé la CIA. Et il va être derrière de nombreuses opérations clandestines plus ou moins réussies, comme l'opération Paperclip qui a permis d'exfiltrer une grande partie des savants allemands après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi la fameuse opération MK-Ultra, vous savez, ces expériences sur le contrôle mental par tous les moyens dont j'ai beaucoup parlé dans d'autres vidéos, ou encore de nombreux coups d'État dans les pays d'Amérique latine, mais aussi l'offensive de la baie des Cochons, qui va rater assez misérablement d'ailleurs, et ce qui va lui coûter un renvoi. Il va être renvoyé de son poste de directeur de la CIA par John F. Kennedy, qui ne l'appréciait pas du tout professionnellement et personnellement. Et quelques années après, on connaît l'histoire de Kennedy, Kennedy se fait assassiner. Et le nouveau président qui arrive à l'époque, Lyndon B. Johnson, décide d'engager quelqu'un pour mener l'enquête sur l'assassinat de Kennedy. Et je vous le donne en mille, qui est-ce qu'il a décidé d'engager pour mener l'enquête? Ce fameux Alan Dulles qui récupère sa place en tant que directeur de la CIA. Et c'est pendant cette enquête qu'il va inventer le terme aujourd'hui très connu de théorie du complot. C'est lui qui a inventé ce terme en fait pour essayer, on va dire, de brosser tout questionnement, on va dire, de la population générale sur les conditions et les implications de la mort de Kennedy. Donc ce qu'on voit au final, c'est que l'histoire n'est peut-être pas si organique qu'on veut nous le faire penser, c'est-à-dire qu'elle est probablement en grande partie réfléchie, décidée à l'avance, et le progrès n'est pas seulement qu'un chemin de pensée parfaitement naturel, et qu'on retrouve systématiquement les mêmes personnes au fur et à mesure de tous les événements de l'histoire depuis au moins 3 siècles, qui sembleraient avoir constitué vraiment un sous-état, c'est peut-être pas le bon terme, peut-être un sur-état, on parle beaucoup d'état profond, qui en fait aurait mené l'histoire vers un but parfaitement assumé, qui est le schéma de pensée établi par Jacob Frank et son maître avant lui, Sabbatai Zevi. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ce maître de Jacob Frank, pour voir un autre événement historique qui est lié à ça, qui s'appelait Sabbatai Zevi, je pense, je sais plus comment on le prononce vraiment, lui a beaucoup envoyé certains de ses disciples en Turquie. Et ces disciples turcs se sont plus ou moins à moitié, ou du moins en apparence, convertis à l'islam, tout comme ce personnage-là, Sabbatai Zevi d'ailleurs, et ont créé une secte inspirée du soufisme qui s'appelle les Donmé. Et cette secte, en fait, qui par la suite a eu un lien très fort avec l'arrivée des idées occidentales, un lien très fort avec la franc-maçonnerie, a été derrière l'arrivée au pouvoir du fameux Atatürk, qui a été, on va dire, le promoteur des idées des Lumières en Turquie. Et ces Donmé, qui vont prendre le contrôle vraiment sur la société turque et de l'Empire ottoman et ensuite de la Turquie, vont être parmi tous les politiciens qui ont orchestré le génocide arménien. Donc là, j'ai essayé de faire un sommaire, si on peut appeler ça comme ça, vu la longueur de cette vidéo, de toutes les ramifications en fait de ces mouvements, on va dire, du mouvement du progrès, qui est en fait assez complexe, mais en fait très très simple, c'est-à-dire qu'on trouve à chaque fois le même groupe de personnes. Et donc, j'espère vous avoir donné une compréhension un peu nouvelle de l'histoire. Et je vais vous laisser avec cette fameuse citation de Balzac, qui d'ailleurs faisait partie d'une société secrète, celle des Martinistes, qui a eu un rôle très important pendant la Révolution. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.